Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour avec Mingwa Biango, c'est le directeur de publication du journal La Palabre. Bonsoir. Bonsoir Guy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce journal, le voilà, je l'ai dans la main, La Palabre, la référence de l'actualité africaine. Ça, c'est le numéro du mois de décembre. C'est un gratuit d'information de 8 pages. On va en parler. Ça existe depuis combien de temps, La Palabre? Alors, ça existe en gros depuis une année. D'accord. Nous avons pu diffuser 3 exemplaires. Et pour l'année 2015, nous partons sur un bimensuel, donc 2 fois par mois, nous allons diffuser La Palabre gratuitement à des milliers d'exemplaires en Île-de-France, en France métropolitaine et en Belgique. D'accord. Pourquoi ce titre, La Palabre? Alors, La Palabre, si vous voulez, ça vient de l'expression arbre à palabre. L'arbre à palabre en Afrique symbolise cet espace où les citoyens viennent pour discuter des sujets qui concernent la société afin de trouver ou faire des propositions et trouver des solutions à la bonne marche de la cité. Donc notre journal se veut... Notre journal qui traite de l'actualité africaine se revendique de cette école-là et des valeurs que porte l'arbre à palabre. Pourquoi c'est gratuit? Alors, la gratuité, effectivement, on nous pose souvent cette question-là. On ne concevait pas La Palabre, on ne le concevait pas payant. On ne le concevait pas payant. Pourquoi? Parce que déjà, la presse est très mal en point, en particulier la presse communautaire. Les ventes de journaux panafricains s'effondrent. Et le but de La Palabre, c'est aussi de corriger l'image qui est faite de l'Afrique, en particulier du traitement qui y est fait dans les médias. Donc c'était emmener l'information africaine vers des populations qui connaissent très mal l'Afrique ou la connaissent moins bien. Donc si vous avez dit si c'est gratuit, ça sera plus accessible. Tout à fait. Et c'est distribué où en Île-de-France? Alors en Île-de-France, on distribue principalement dans les grandes artères de Paris, en particulier les gares RER et de métro. Mais sinon, nous sommes en train de mettre en place un réseau de distribution dans l'espace public parisien. Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez des collaborateurs ou bien vous faites tout seul? Alors non, pas du tout. Vous voyez la qualité du journal, il serait... effectivement compliqué de faire tout ça seul. Nous avons des collaborateurs à titre bénévole parce que voilà, La Palabre n'est pas du tout fait par des professionnels, en tout cas des journalistes. Qui gagnent leur vie comme ça, oui, c'est des gens qui ont un métier à côté. Alors, c'est des gens qui ont un métier à côté, c'est des gens qui connaissent l'Afrique. Nous donnons la parole à des interlocuteurs ou des acteurs qui travaillent en Afrique ou qui connaissent bien l'Afrique. Vous êtes de quelle origine, vous? Moi, je suis d'origine congolaise. Congo-Brazzaville? Congo-Brazzaville, oui, tout à fait. Et pour compléter, si vous voulez, je souhaite dire que nous avons fait la démarche inverse, c'est-à-dire que nous avons commencé sur Internet et je tiens un site congoliberty.com. Et à l'issue de cette expérience-là, nous nous sommes dit avec d'autres camarades africains qu'il fallait créer un journal africain à distribuer gratuitement. Alors on va regarder donc ce numéro du mois de décembre, hein, donc 8 pages, je le disais tout à l'heure, et avec des sujets variés. Là, en première page, il y a les 4 femmes parmi les plus influentes d'Afrique, on va en parler, mais il y a aussi un sujet comme corruption, Ebola, fléau africain, où vous dites que Ebola et le paludisme ne sont pas les pires maux dont souffre l'Afrique. Vous parlez notamment de l'opacité de l'exploitation des ressources minières. Pour vous, c'est la cause essentielle de la misère qui touche les populations. Tout à fait, parce que l'Afrique aujourd'hui est un continent riche en ressources minières et les populations malheureusement crèvent de faim. En tout cas, vous pouvez le constater avec toute l'immigration qui frappe à la porte de l'Europe. Donc l'opacité dans la gestion des ressources minières africaines ont causé plus de morts que Ebola, dont on parle aujourd'hui malheureusement de 10 000 morts à peu près. Ce n'est pas la première fois qu'on avance ce type d'argument, qu'on parle de ce problème. Depuis des années, on a l'impression que ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, ce qu'il faut, c'est que déjà les Africains prennent conscience. Et on n'a peut-être pas suffisamment pris conscience. Il faut, à l'image du peuple burkinabé, qu'on se réapproprie
la souveraineté de nos États et ensuite, avec les partenaires de l'Afrique, en particulier la France par exemple, ou les États-Unis, en tout cas tous ceux qui, on va dire, ont des intérêts en Afrique, fassent en sorte qu'avec cette nouvelle génération qui va arriver aux affaires en Afrique demain, on l'espère, que de nouvelles bases du développement soient, on va dire, installées. Vous pensez que la révolution, justement, burkinabé peut faire des petites sœurs, des petits frères comme ça, un peu partout en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, où il y a, je crois, le même débat. Faut-il ou pas, comment dire, modifier la Constitution pour que le président actuel puisse se représenter? Alors, une chose est sûre, c'est que les Africains auraient souhaité éviter tous ces bouleversements, ces tumultes. Mais malheureusement, à la tête de nos pays sont installés en tout cas des présidents qui s'accrochent au pouvoir. Et on espère au Congo-Brazzaville en tout cas que M. Sassou Nguesso, qui est aux affaires, aura la sagesse de tirer sa révérence pour enfin que des élections libres et démocratiques soient organisées et que le meilleur gagne. Alors, c'est qui les responsables? Alors, on peut parler de la responsabilité des chefs d'État africains, ou bien il y a une responsabilité des États occidentaux qui peuvent aussi profiter de ces matières premières parce qu'il y a un État faible et qui entretiennent également cette corruption. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut d'abord sensibiliser aussi les États occidentaux sur ces questions-là? Mais les États occidentaux connaissent mieux nos pays que nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de savoir tout ce qui se passe chez nous, mais j'ai envie de dire que la responsabilité première incombe d'abord aux Africains. Il faut que les Africains prennent conscience que le continent a pris beaucoup de retard et qu'à premier abord, il faut que ça passe par l'éducation. Donc, c'est d'abord aux Africains de se prendre en charge avant de crier au loup, de dire que c'est les Occidentaux qui, on va dire, pillent nos richesses, bien qu'il y ait, on va dire, des réseaux parallèles, affairistes, on va dire, qui s'accommodent de ces régimes dictatoriaux. Oui, vous dites dans votre édito, page 2, hein, il est urgent pour les tenants du pouvoir dans quasiment tous les pays africains de réaliser enfin que le temps de l'incrustation à tout prix des oligarchies familiales est révolu et que les abus économiques et financiers doivent cesser avec la corruption massive au détriment du réel développement. C'est-à-dire que vous prenez vraiment position comme dans un audito, c'est un travail de journaliste que vous faites. Oui, c'est un travail de journaliste, mais on est tous un tout petit peu journalistes parce qu'on est citoyen. Donc un intellectuel, j'ai appris dans ce pays, dans le pays de Molière, doit prendre position sur les problèmes de la société. Maintenant, aujourd'hui, en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, si nous n'y prenons garde, on risque d'arriver à une explosion. Pourquoi? Parce que dans 30 ans, le quart de la population mondiale vivra en Afrique. Donc il faut que les dirigeants, il faut que les élites africaines prennent conscience qu'il faut à cette jeunesse-là demain donner à manger, faire en sorte qu'ils aillent à l'école dans des conditions décentes. Sinon, ils vont frapper aux portes de l'Europe. À défaut, l'Afrique va rentrer dans des tumultes sociaux inconsidérables. Et comment vous faites le choix des sujets qui sont présentés ici? Vous avez comme une conférence de rédaction, comme dans n'importe quel journal, vous en discutez et puis c'est vous qui... Tout à fait. Qui Moi, je suis, on va dire, le manager, finale. le directeur de publication. Mais la palabre, si vous voulez, sans occulter tout ce qui se passe de mal en Afrique, veut aussi parler de l'Afrique qui avance. Mais c'est vrai qu'on a un temps très offensif contre les dictatures qui sévissent en Afrique. Oui, bah beaucoup, parce que vous parlez notamment du cas de Sassou Nguesso, c'est votre pays. Est-ce que, certains peuvent dire, est-ce que c'est un travail d'opposant, par exemple? Est-ce qu'il y a une vue politique derrière, une volonté peut-être de vous engager dans votre pays? Mais je suis engagé. Comme je vous ai dit, il est anormal que des intellectuels ne prennent pas position. On vit dans un pays où, à défaut du monde politique, on voit sur des problèmes de société, des intellectuels prendre position ou des personnalités. Donc en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un acteur politique, je suis un intellectuel d'abord africain, même si je suis d'origine congolaise. Mais je prends position effectivement parce que le Congo-Brazzaville est un pays immensément riche
de 2 millions d'habitants à peine, on va dire 2,5 millions, 3 millions d'habitants, un pays quatrième producteur de pétrole au sud du Sahara, et la population n'a ni eau ni électricité, et la moitié de la population au moins vit avec $1 par jour. Donc, ça profite à qui? Alors, ça profite à qui? C'est pas moi qui le dis. Il y a des organisations comme Sherpa qui ont fait un travail d'investigation et ont montré que toutes les richesses du Congo sont pompées par la famille présidentielle. Et on a compté jusqu'à 112 comptes bancaires ici en France, en sachant que tout ce qui se fait au Congo-Brazzaville aujourd'hui est le fruit, on va dire, de crédits alloués par la Chine. Donc, où est-ce que vont les ressources pétrolières du Congo-Brazzaville? Tout le monde se pose la question, mais on sait effectivement que c'est la famille de M. Sassou Nguesso et son clan qui s'en mettent plein les poches, si vous me permettez l'expression. Page 5 du journal La Palabre, hein, un article de Benjamin Tungamani qui dit donc le titre « Pourquoi atteindre 2016 Congo-Brazzaville pour exiger le départ du monarque ?» Le ton est donné. On peut parler également des articles que vous écrivez sur la place des femmes en Afrique. On sait que beaucoup reposent sur les épaules de ces femmes, dans les familles, dans les tâches ménagères en Afrique. Mais on a vu émerger également depuis quelques années d'autres femmes africaines qui prennent leur destin en main, des femmes, parce que l'éducation aussi avance, ça c'est le côté positif des choses. Vous mettez l'accent notamment sur des femmes qui sont présidentes, alors qu'en France, Ségolène Royal a tenté, mais ça n'a pas marché. Quelqu'un comme Catherine Samba-Panza en Centrafrique ou Johnson Sirleaf en Libéria, prix Nobel de la paix. Et puis vous parlez aussi de Nkosazana Dlamini-Zuma, j'espère que je prononce bien, qui est médecin spécialiste des maladies tropicales. C'est la femme de Jacob Zuma et qui préside la commission de l'Union africaine. Et elle a monté une fronde contre la Cour pénale internationale. Ça, c'est un sujet qui vous passionne. Ça, c'est un sujet qui me passionne effectivement parce que il est anormal que les Africains soient jugés par la Cour pénale internationale. Ce que demandent les Africains, c'est que soit mis en place en Afrique, à défaut que les criminels soient jugés dans leur pays, une cour pénale, on va dire africaine, un peu comme ça se fait aujourd'hui pour l'affaire Hissène Habré au Sénégal, malheureusement qui traîne. On a envie que les criminels africains, en tout cas ceux qui ont commis des exactions graves, soient jugés en Afrique. Maintenant, c'est aux Africains, avant de crier au loup, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'institutions judiciaires qui sont, on va dire, à même de juger ces criminels-là, de mettre en place des institutions africaines pour juger les Africains. Et c'est pour ça que tous les intellectuels africains qui s'intéressent un peu aux questions judiciaires attendent que le procès Hissène Habré ait effectivement lieu à Dakar. D'accord. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous, Mingwa Biango, directeur de publication du journal La Palabre. Et puis, Djuman, qui réalise cette émission, me dit qu'on dit Nkosazana et non Nkosazana. Madame Zuma, merci pour cette précision. Merci d'être venu jusqu'à nous. La Palabre, donc, on peut trouver en Ile-de-France, journal gratuit sur l'actualité africaine. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud. Belle année 2015 à vous. À bientôt.